Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Au Gabon, le 30 août 2023 a marqué l'arrivée des militaires au pouvoir avec le CTRI dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Les communautés religieuses ont été les premières forces vives de la nation à être reçues par les nouvelles autorités du pays après ce coup de libération. À la suite, les nouvelles autorités gabonaises ont annoncé la tenue d'un dialogue national qui va se tenir en avril prochain. Et pour en parler, je reçois le révérend Francis Michel Mbadinga. Vous êtes co-facilitateur du dialogue d'Angondjé de 2016. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous remercie. Alors, vous avez été les premières personnes à être reçues par le président de la transition, président de la République. Alors, à ce moment, pensez-vous que la parole des hommes de Dieu compte? Bien, écoutez, déjà, je voudrais vous remercier. Vous direz à votre directrice générale, Madame Laetitia Ngavelika, merci pour avoir voulu que je vienne justement à votre émission. Écoutez, ça a été pour l'ensemble des communautés religieuses que nous représentons un honneur d'être reçus à l'issue de ce coup d'État de libération par les nouvelles autorités, en tête desquelles le général de brigade, président aujourd'hui de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui. Je pense que pour le CTRI, ils avaient besoin d'abord, quelque part, de rendre grâce à Dieu, puisque ce coup de libération ne s'est pas suivi de bain de sang comme on le voit dans d'autres pays, sans violence, on peut le dire, ce qui rend notre pays un pays tout à fait particulier. Exceptionnel. Voilà, un pays exceptionnel. Mais je pense également qu'ils avaient besoin de la caution morale, puisque les raisons pour lesquelles le coup d'État avait été effectué, ils nous l'ont expliqué. Et je pense qu'ils avaient besoin de la caution morale de ceux qui sont dans la nation des encadreurs de conscience, des gens qui promeuvent des valeurs morales. Et je pense que c'était le but et l'objectif de nous recevoir avant toutes les autres forces vives de la nation. Les nouvelles autorités sont allées encore plus loin en vous sollicitant, l'Église, la communauté musulmane également, à participer au dialogue national. Est-ce que la religion et la politique riment ensemble? Écoutez, ça dépend de la définition qu'on donne à la politique. Si la politique, c'est, on va dire, le fait de s'occuper des affaires publiques, le bien-être et le mieux-être de nos populations, je pense que les encadreurs de conscience que nous sommes, nous avions des choses à dire, puisque les âmes, nous les connaissons. Vous savez que nos églises, je le dis souvent, sont un peu des microscopes, on va dire, de toute la société gabonaise. Et donc, nous sommes censés peut-être en savoir un peu plus sur leurs besoins, sur leurs défis, sur leurs espérances. Et donc, maintenant, lorsqu'on reconnaît que tout pouvoir vient de Dieu, parce que tout le monde le dit, donc il n'y a aucune raison d'exclure les communautés religieuses et les ministres qui les représentent du débat, on va dire, politique de la nation, surtout quand ce sont des questions d'intérêt, n'est-ce pas, nationaux. C'est important. En tant que seul co-facilitateur encore en fonction du dialogue d'Angondjé, vous êtes habitué aux joutes politiques. Comment analysez-vous la trajectoire que prend la transition actuellement au Gabon? Mais écoutez, il faut dire déjà, je le dis souvent, que vous savez, quand vous avez un tableau de bord, hein, vous savez, dans un avion, si vous êtes dans un avion, à l'intérieur de l'endroit où on pilote l'avion, ou même avec nos propres voitures, l'avantage d'un tableau de bord, c'est que le tableau de bord nous donne des indicateurs ou du moins des signaux qui doivent pouvoir nous montrer si oui ou non nous sommes en train de monter ou si oui ou non nous sommes en plein déclin. Et il faut comprendre que la transition aujourd'hui, c'est comme un pilote, vous savez, qui a regardé son tableau de bord et qui se rendait compte qu'on était en train de plonger, alors il faut remonter l'avion, hein. Donc la transition, c'est l'opportunité qui est donnée aux forces vives de la nation de reconstruire le Gabon, mais surtout de reconstruire le Gabon avec lui-même, les Gabonais avec eux-mêmes et les Gabonais avec leur pays. Et je pense que c'est en cela que c'est une aubaine qui est donnée à tous les Gabonais de pouvoir ensemble repenser la nation. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Comment nous pensons le Gabon dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour que nous ne retombions pas dans les inepties que nous avons connues ces dernières années. Vous a-t-on assigné un rôle spécifique au cours de ce dialogue national? Non, vous savez que le dialogue national est en préparation. Il y a un comité conjoint, vous le savez très bien, CTRI avec le gouvernement. Bon, nous suivons les informations
Pour l'instant, je ne pense pas que nous avions encore tous les détails de la manière dont cela va s'organiser, mais il ne faut aucun doute que les communautés religieuses joueront un rôle majeur et important dans l'organisation de ce dialogue. Et justement, l'archevêque de Libreville a été chargé de présider le dialogue national par le président du CTRI. Comment interprétez-vous cette nomination? Bon, ça va dans la ligne l'alignement des choses qui se sont passées. Vous l'avez dit tantôt en me posant la première question, nous avons été les premiers à être reçus. Donc le président de la transition, en qui j'ai une pleine confiance, parce que c'est la preuve de son honnêteté et de son intégrité. Nous étions, on va même dire, plus ou moins les premiers à être au fait de ce que le CTRI voulait faire, puisque justement, pendant cette première rencontre, nous étions déjà au fait que le chef de l'État voulait effectivement un dialogue avec tous les Gabonais, et il nous a même, à ce qui nous concerne, demandé notre avis. Donc, nous pensons qu'il a été honnête, puisque nous l'avions su le jour de cette rencontre. Il l'a ensuite dit dans son discours d'investiture, vous vous rappelez, le jour de sa prestation de serment. Et en nommant, on va dire, l'archevêque de Libreville, bon, en ce qui me concerne en tant que ministre du culte, c'est un honneur qui est fait à l'ensemble de la communauté religieuse dans le Gabon. Et nous avons tout intérêt, nous aussi, à assister et à soutenir l'archevêque, n'est-ce pas, qui aura, on va dire, l'une des missions les plus importantes concernant ce dialogue. Moi, je veux qu'à travers cette nomination, c'est toutes les communautés religieuses à qui le CTRI, le gouvernement de transition, ont décidé de faire confiance. Justement, quelles sont vos principales préoccupations? Écoutez, moi, ma préoccupation, elle est simple. Là, je parle en tant que quelqu'un qui a été co-facilitateur déjà d'un dialogue en 2016. Vous savez, les grandes messes, c'est bien. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est qu'il y a trop de politique. Il y a trop de politique et souvent, on va dire, la politique fait en sorte que d'autres questions vitales, sinon importantes, ne sont pas abordées parce que les gens, vous savez, ces grandes messes politiques ont un défaut, c'est que les gens viennent pour simplement régler leurs problèmes de posture, leurs problèmes de positionnement, gérer leur agenda secret, mais toutes choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et cette volonté affirmée que tous les Gabonais manifestent, c'est de voir ce pays prospérer et avancer. Parce qu'on en a vu des dialogues au cours de ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui va changer au sortir de ce dialogue d'avril? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Ce qui doit faire la différence, je veux le dire en 3 mots. Premier mot, je dirais qu'il ne faudrait pas que ce soit, on va dire, nous ne sommes pas au tribunal pénal international. Ce n'est pas ça. On va perdre du temps à s'insulter, à régler les comptes. Ce n'est pas ça le but. Nous ne sommes pas dans un pugilat. Nous ne sommes pas aussi dans des joutes, n'est-ce pas, où des gens vont se battre. Nous voulons penser Gabon. Nous voulons réfléchir Gabon. Nous voulons poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons tombés si bas? Nous devons parler de la problématique de la corruption. Nous devons parler de la problématique de la bonne gouvernance. Nous devons parler de la problématique de la moralité, de la fibre morale même des gens qui viennent prendre des responsabilités. Il ne faudrait plus que ce soit fait comme ça. Si quelqu'un doit, par exemple, exercer une fonction régalienne, il faut veiller à ce que la personne qui va exercer a une fibre morale qui lui permet d'exercer, vous avez cette fonction. Il y a bien des choses. On va revenir sur des inepties du genre crime rituel, homosexualité, toutes ces choses, vous savez, qui ont démembré la nation, qui ont divisé la nation. Donc, toutes ces questions doivent être abordées. Mais ces questions... Sans langue de bois. Sans langue de bois, mais en y mettant les formes. Parce qu'il n'est pas question que les gens aillent se battre et s'insulter. Sinon, nous allons passer un mois à nous battre. Et à l'issue de ce conseil, nous n'aurions pas atteint les objectifs de ce dialogue national. Vous avez pu observer comme nous la création de plusieurs partis politiques, des associations ici et là. Quel est le dessein caché derrière tout cela, selon votre lecture? Mais moi, c'est un peu à ce niveau où je suis, on va dire, un peu irrité parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous devions nous concentrer d'abord à participer au dialogue. Maintenant, il y a 2 postures. Soit des gens créent des associations, des partis politiques parce qu'ils veulent participer, on va dire, au dialogue, mais le dialogue n'a pas été fermé. Vous savez qu'on nous a dit qu'il y a eu premièrement 27 000 contributions des Gabonais. On parle de 1 000 participants, donc ça ferme la porte à certaines personnes. Non, ça dépend de la manière dont on va l'organiser. Si, je vous donne des exemples très simples. J'ai quand même une expérience où j'ai vu ce qui se passe ailleurs. Oui, dites-nous. Nous avons par exemple 27 000 contributions plus celles des jeunes emmenées à 30 000 contributions. Bien.
quand quelqu'un donne une contribution, il met son email, il met son numéro de téléphone, etc. Bon, il est évident que dans cette discussion, vous ne pouvez pas être 30 000 dans une salle pour trouver des solutions. Bien entendu. Il y aura un certain nombre de commissions. J'ai cru entendre qu'il y aura 14 sous-commissions ou 14 commissions, peu importe, avec des sous-commissions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous allons, par exemple, dans le volet, on va dire, la vie chère, bien, combien de personnes ont donné des contributions sur la vie chère? Ces personnes sont, en ce qui me concerne, ce que je pense, sont des personnes ressources. À l'intérieur des commissions et des sous-commissions, il faudrait qu'il y ait eu la synthèse de toutes les contributions sur la vie chère et que ces personnes, à l'intérieur des commissions, peuvent être appelées au téléphone, si elles sont à l'intérieur du pays, peuvent être appelées à venir donner beaucoup plus d'éclairage sur leurs propositions à la sous-commission ou à la commission. Les propositions les plus pertinentes. Les plus pertinentes, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être 30 000 personnes pour ce débat. D'abord, vous savez que c'est impossible humainement parlant. Bon, 1000 personnes, à mon sens, hein, c'est même déjà beaucoup de personnes. Bon, mais maintenant, les gens discuteront à l'intérieur des sous-commissions, à l'intérieur des sous-commissions, et je demande, n'est-ce pas, que les personnes, toutes les 30 000 personnes qui ont contribué peuvent être appelées à venir à l'intérieur d'une sous-commission ou à venir au sein d'une commission ou être appelées, si ces personnes sont à l'intérieur du pays, pour clarifier un certain nombre de choses qu'ils ont proposées et que cela soit pris en compte pendant les travaux. Concrètement, comment cela peut se faire si on schématise? Mais si on schématise, ça dépend maintenant de la manière dont les sous-commissions et les commissions vont travailler. C'est la responsabilité des commissions et des sous-commissions, justement, de mettre le cadre qui permette que cela soit possible. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'au niveau du gouvernement, donc le ministère de la Réforme, ces 30 000, on va dire, contributions ont connu ce que j'appelle, en fonction des thématiques, des synthèses. Ce sont ces synthèses qu'il faut pouvoir mettre à la disposition, on va dire, des commissions et des sous-commissions, et même à la limite, avec, n'est-ce pas, la nomenclature des personnes qui ont participé, qui peuvent être tout au long des travaux interpellées, appelées, ou même invités à venir à la sous-commission, à la commission, pour exprimer une idée, une pensée, ou éclairer, n'est-ce pas, un aspect qui nécessitera plus d'informations. Comment les hommes de Dieu peuvent-ils influencer les décisions du dialogue politique? Mais écoutez, la première chose, c'est de rappeler que nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous savez quelle est cette épée de Damoclès? C'est qu'il y a le peuple gabonais qui est là. Le peuple gabonais aspire à des changements profonds dans la gouvernance, dans la gestion des biens publics, dans les rapports humains. Nous sommes des milieux du culte. Oui. On va dire un peu, nous sommes des gens qui vivons au milieu du peuple. Nous sommes censés savoir ce que les gens attendent. Et nous le dirons, c'est-à-dire que si nous participons à ce dialogue, nous n'hésiterons pas à chaque étape de l'évolution du dialogue de rappeler cette exigence. Et si on ne le fait pas, je donne la deuxième épée de Damoclès, les militaires sont des stratèges. Ils apprennent la stratégie, hein, en stratégie militaire, ça s'apprend. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que parce qu'ils donnent le sentiment de laisser tout le monde faire, que ce soit des idiots. Non, ce sont des militaires. Les militaires, de manière générale, sont connus comme étant des hommes de parole. Moi, je pense que, particulièrement si j'avais un message adressé à la classe politique, puisque c'est à ce niveau qu'on voit beaucoup de gens s'agiter, il faut que la classe politique puisse intégrer ceci. Le Gabon, c'est à peu près 2 millions d'habitants. Si vous enlevez les étrangers, nous sommes au moins plus d'1 500 000, sûr et certain. Donc, il n'y a pas 1 500 000 politiciens dans le pays. Les politiciens ne sont pas majoritaires. Les politiciens doivent penser qu'il y a la société civile, les sociétés traditionnelles, etc., les communautés religieuses, les femmes, les jeunes. Vous êtes d'accord avec moi? La diaspora, toutes ces personnes existent. Et toutes ces personnes, n'est-ce pas, veulent voir le Gabon prospérer. Il y a même, je peux ajouter un autre groupe, le troisième âge. Donc, que faut-il faire? C'est qu'aujourd'hui, les politiciens puissent profiter de cette occasion pour s'amender de comportements passés qui n'ont pas honoré la fonction et, n'est-ce pas, l'activité politique dans notre pays. Révérend, j'aimerais revenir sur les points que vous avez évoqués, hein, sur la question des propositions des hommes de Dieu, outre la corruption, outre la réforme des institutions. Il y a aussi le volet social, la vie chère. Les Gabonais n'en peuvent plus aujourd'hui. Alors, comment pensez-vous qu'on peut résoudre au cours de ce dialogue politique les questions de chômage, les questions de vie chère, si on ne fait pas un retour en arrière, si on ne fait pas l'introspective déjà de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché? Oui, mais regardez, on peut faire des introspectives, et ça, vous le dites, c'est pour ça que le dialogue existe. C'est-à-dire que les problématiques doivent être posées. Qu'est-ce qui explique qu'on en est arrivé là? Donc, mais il y a des pistes, n'est-ce pas, que nous pourrons prendre pour qu'à l'issue de ce dialogue, des décisions soient prises. Je vais vous donner, par exemple, des exemples.
Vous savez, dans certains pays, vous avez des activités, des petites activités économiques qui ne sont pas données, par exemple, aux expatriés. Ce n'est pas un problème, on va dire, de xénophobie. C'est un problème d'abord de souveraineté d'un État. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au Maroc, mais il n'y a pas d'étrangers taximans au Maroc. Il y a des activités comme ça. Vous ne pouvez pas être dans un pays où on parle de chômage des jeunes, on parle de la vie chère, et que sur ces petites choses où des décisions simplement doivent être prises pour justement prioriser d'abord les nationaux, que ces choses ne soient pas menées. Je vous donne un deuxième exemple. Il faut que le Gabon cesse d'être dépendant de produits manufacturés venus de dehors. Il faudrait donc qu'il y ait toute une politique qui permette par exemple, au Gabon d'être producteur d'un certain nombre de choses. On a vu un pléthore de programmes. Bon. Le dernier en date, le programme Graines qui n'a pas marché. Oui, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça a marché au départ, parce qu'il ne faudrait pas dire que ça n'a pas marché. Au départ, ça avait très bien marché. Mais après, ça n'a pas marché, oui, le problème, c'est qu'on met souvent la charrue avant les bœufs. On fait beaucoup de choses. Il n'y a pas une préparation psychologique, il n'y a pas une communication qui permet que les gens cernent exactement quels sont les buts, les objectifs à atteindre. Si aujourd'hui vous dites aux Gabonais que parce que nous dépensons trop d'argent à acheter des produits manufacturés, qu'il faut 400 milliards plus de 400 milliards de francs CFA par an, et qu'il faut changer la tendance, et qu'il y ait toute une communication qui soit faite sur ça, en disant par exemple à des jeunes Gabonais, vous n'avez pas besoin d'aller demander un travail à la fonction publique, parce que vous pouvez réussir en faisant le travail de la terre. On va vous donner une formation, on va vous donner un espace pour travailler. Voici les possibilités qui vont vous être données. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent. Je dis qu'il faut mettre un programme. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent aux gens. Il faut mettre un programme. Il faut leur montrer qu'en tant d'années, voilà ce que vous pouvez produire, voici ce qui va arriver. Les Gabonais vont comprendre. Montrer les débouchés. Voilà, il faut montrer les débouchés. Mais on ne montre pas les débouchés, on fait des trucs, très belles publicités, mais dans le temps, bon, les choses vont ramer parce que justement, la communication et tout le process qui devait être mis avant n'a pas été mis en place. Alors, révérend, quel est l'impact des discours des hommes de Dieu sur l'unité nationale, puisqu'on parle de dialogue? Alors, qui dit dialogue, c'est qu'on voudrait se parler en face, se regarder dans les yeux et communier vers la félicité, comme on l'entend. Mais j'ai même l'impression, Michel, que vous avez déjà répondu à la question en me posant la question. C'est ça un dialogue. Il ne faudrait pas que ce soit une foire d'empoigne. Si c'est une foire d'empoigne, moi je soupçonnerais que ceux qui voudront faire le désordre ne veulent pas du dialogue et veulent tout simplement faire de ce projet qu'il meure dans l'œuf. Non, justement, si on parle de dialogue, c'est qu'on peut se parler. On peut se dire des vérités. Et moi je veux qu'il y ait des vérités, qu'il y ait des faits. Je vous raconte une histoire. Des gens nous ont interpellés pour dire, voilà, on va aller au dialogue, mais il y a des gens qui ont subi des exactions, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui sont morts. Est-ce qu'il y aura des réparations? Oui, mais là, ce n'est pas le but du dialogue. Le but du dialogue, c'est de proposer un certain nombre de choses. C'est par exemple, pendant le dialogue, qu'on doit par exemple peut-être proposer une idée comme vérité, pardon et réconciliation. Ça, par exemple, mais ce n'est pas la finalité du dialogue, ce n'est pas de le faire déjà. La finalité du dialogue, c'est penser comment nous voulons la gouvernance, comment nous voulons la gestion du pays, et peut-être même donner des idées comment nous allons organiser, quel cadre, n'est-ce pas, organiser pour que ces questionnements, qui sont des questions légitimes, puissent trouver des réponses. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin, révérend? Oui, écoutez, moi, j'espère beaucoup sur le dialogue. J'espère beaucoup sur le dialogue. Et je voudrais dire une chose, parce qu'il y a même un débat que j'entends ces derniers temps, quand vous regardez la toile, hein, plein de lobbies utilisent les réseaux sociaux pour essayer d'influencer les choses qui vont se passer. Alors, vous avez par exemple le débat, est-ce que le dialogue national doit être un dialogue souverain. C'est-à-dire à l'issue du dialogue, on impose des choses et tout ça. Alors, moi, je suis très pragmatique là-dessus. Il faut qu'on se parle, ce n'est pas une fois d'empoigne. Il faut qu'on se dise d'éviter, tout en y mettant les formes. Mais la souveraineté, c'est le peuple qui va devoir, n'est-ce pas, en jouir, puisque vous savez qu'à l'issue du dialogue, il y aura la nouvelle constitution écrite par la constituante et un référendum. Donc, le peuple gabonais va se prononcer. Il faudrait que l'ensemble des acteurs qui sont au dialogue, et tout particulièrement la classe politique, puissent intégrer quelque chose. Et la société civile aussi. Et la société civile aussi. Le peuple va juger ce travail. Et ils vont le juger où? Ils vont le juger pendant le référendum. Donc, il n'y a pas de débat de parler est-ce qu'il y a un dialogue souverain ou pas. Non, le CTRI a déjà
manifester l'idée que le peuple gabonais devra assurer sa souveraineté pour juger le travail du dialogue à travers... Lors du référendum. Voilà. Donc, si c'est encore des compromissions, chacun va faire passer ses idées parce qu'il y a des agendas secrets, bon, ils auront l'épée de Damoclès du peuple pendant le référendum. Et il faut ajouter, les militaires n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce qu'au-delà du fait de l'appeler coup d'État de libération, il n'en demeure pas moins que c'est un coup d'État. Nous sommes dans une situation d'exception. Ça veut donc dire que si à un moment donné, et ça c'est mon avis, les militaires se rendent compte que les gens sont en train de se foutre, n'est-ce pas, on va dire, de leur volonté de voir le pays aller de l'avant, bon, rien ne vous dit que les militaires ne peuvent pas arrêter, ils ont le pouvoir de le faire. Donc ce n'est pas une révolution populaire où tout le monde est allé à la rue pour prendre le pouvoir, c'est des militaires qui ont exposé leur vie et qui nous ont donné cette liberté qu'aujourd'hui nous avons. Il ne faut pas, donc, comme le dit la Bible, n'est-ce pas, profiter de cette liberté, qu'elle devienne du libertinage. Et on dit, ne faites pas de vous de liberté, n'est-ce pas, un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, la liberté, c'est aussi la responsabilité. Il faudrait que nous en soyons tous conscients. Merci à vous. La liberté, c'est aussi la responsabilité. Dixit, révérend Francis Michel Mbadinga, je vous ai reçu en tant que co-facilitateur du dialogue d'Angonje. Merci. Ancien co-facilitateur du dialogue d'Angonje. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel. Merci pour votre expertise. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24.